c'est l'invité café. Bonjour François Capolzini. Patrick, c'est encore votre frère, non? Je vous avais appelé François il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est la rentrée ce matin en tous les cas à l'université, mais pas pour tout le monde. C'est échelonné toute cette semaine. Alors aujourd'hui et demain, place aux premières années, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Et en particulier aux primo-entrants ce matin, c'est-à-dire aux jeunes qui nous rejoignent, qui n'ont jamais été inscrits à l'université. Donc les jeunes bacheliers, globalement, c'est leur matinée ce matin. D'accord, tout le monde sera rentré en tous les cas cette semaine. La dernière reprise de cours, ce sera jeudi, oui. Ouais. Alors d'année en année, combien de nouveaux étudiants, allez, on va pas se fâcher, mais bon, combien de nouveaux étudiants abandonnent et vont grossir les tableaux des décrochages scolaires, comme on dit? Non, on va pas se fâcher, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret non plus. On a pas mal de décrochages, effectivement. On en a de moins en moins, je dois le dire, parce qu'on a bien travaillé avec la Polynésie, avec le vice-rectorat, sur les accueils en BTS. Donc on a beaucoup d'étudiants, on voit le nombre d'étudiants de bac professionnel inscrits à l'université qui baisse d'année en année, parce que ces étudiants sont bien mieux accueillis dans les BTS. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif, parce que ces jeunes-là ont de bien meilleures chances de réussir en BTS qu'à l'université. Donc du coup, ça améliore un petit peu nos chiffres, j'ai envie de dire. D'accord, mais ça donne quoi mais en termes de chiffres, justement? Globalement, on en a qui passent direct en seconde année, on en a 30%, un petit peu au rattrapage, entre 35 et 40%. Alors, les raisons identifiées donc, de cette déscolarisation, cette forme de déscolarisation, vous avez cherché à en savoir plus? C'est ce que je disais en démarrant, c'est que c'est souvent l'inadaptation du baccalauréat par rapport aux études qui sont engagées. Donc des jeunes qui ont un bac qui les préparent pas forcément à l'université, eh bien c'est très très compliqué pour eux, d'entrée de jeu c'est dur. Donc c'est vraiment ça le facteur principal. Après il y a un second facteur, c'est que l'université c'est un peu la liberté, on est beaucoup moins sur leur dos qu'au lycée, il y a un côté très liberté, etc. Et donc, certains en profitent un petit peu trop et oublient qu'il y a quand même pas mal de travail à fournir. Donc, c'est un peu le deuxième grand facteur. Ce qui veut dire concrètement qu'il faudrait muscler davantage le filtre, entre guillemets, avant le bac ou après, tout juste après le bac, pour savoir ce que, en fait, les élèves veulent vraiment faire plus tard? Alors oui, après il y a le troisième facteur, c'est qu'effectivement il y en a pas mal qui arrivent à l'université sans avoir véritablement un projet professionnel. Donc c'est vrai qu'un jeune qui se dit je veux travailler dans la communication ou je veux travailler dans l'informatique, etc. C'est beaucoup plus motivant pour lui. Il sait qu'il va faire une licence d'informatique, etc. Donc il va être beaucoup plus motivé et il va véritablement avoir un but. Donc il y a aussi une question sur l'orientation qu'on doit travailler en amont, qu'on travaille en amont avec les centres d'orientation dans les lycées, ici à l'université aussi, pour essayer d'éventuellement réorienter un étudiant vers une autre filière qui va mieux lui convenir. La motivation, c'est importantissime, c'est vraiment fondamental. Il y a du travail à fournir et voilà. Et si on doit fournir du travail sans savoir à quoi ça mène, c'est très très difficile. Oui. Alors les filières qui ont le plus de succès à la fac chaque année, ce sont lesquelles? Alors c'est toujours en nombre d'étudiants, c'est toujours économie-gestion, globalement. La première année d'économie-gestion, je parle des licences. D'autant que à partir de cette année, on ouvre un master de préparation au professorat en économie-gestion. Donc ça, c'est un plus long terme. Un jeune qui rentre aujourd'hui, il sera en master dans 3 ans. Mais c'est un nouveau débouché qu'on offre à nos étudiants qui vont être en économie-gestion. Donc c'est le plus gros de notre contingent, c'est l'éco-gestion. Après, derrière, il y a le droit, voilà. L'éco-gestion, pourquoi? Parce que ça veut dire que sont des filières qui tendent vers des débouchés presque certains sur des emplois. Alors on n'est jamais presque certain, malheureusement. On a un marché du travail qui est aussi étroit, même si on voit qu'il y a une belle embellie sur le marché du travail. C'est jamais certain, mais éco-gestion, il y a de gros contingents de baccalauréat en Polynésie qui sont plutôt orientés sur éco-gestion. Donc cette voie est une voie assez privilégiée par les étudiants. Une autre voie aussi, c'est les langues polynésiennes, où on a d'assez gros contingents aussi. C'est les plus gros contingents en lettres. Alors, parlons un peu
pas de choses qui fâchent, hein, on n'est pas là pour ça, mais le logement étudiant, on va en parler parce que chaque année, c'est à peu près la même chose, hein, il y a plus de demandes que de propositions. Les jeunes des îles, par exemple, sont prioritaires pour donc l'accès au logement étudiant. Oui, absolument. Au jour d'aujourd'hui, à l'université, on a très peu de logements, on a 72 logements, et il y a le centre d'hébergement des étudiants qui est contigu à l'université, qui lui propose aujourd'hui environ 220 logements. Donc on est sur une capacité de à peu près 300 lits, et on a globalement entre 400 et 450 demandes tous les ans, donc effectivement on ne peut pas répondre à tout le monde. Le bon côté de la chose, c'est qu'il y a une tranche de travaux qui est en train de se terminer, hein, qui devrait être terminée d'ici quelques mois sur le CHE, et donc on va avoir des lits supplémentaires à la prochaine rentrée, et ça c'est vraiment, on s'en félicite vraiment. Donc pour répondre clairement à la question, oui, les étudiants des îles sont prioritaires, hein, c'est l'un des critères principaux. Les critères principaux, c'est les revenus des parents, hein, donc les critères sociaux bien sûr, et puis l'éloignement qui est le second critère principal. Alors l'alternative pour ceux qui ne peuvent pas entrer en cité universitaire, qui ne peuvent pas avoir de logement étudiant, qui ont peu de moyens, c'est quoi ? J'avoue que c'est compliqué, hein. On essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux. Il y a une bonne nouvelle cette année, c'est que on va avoir une meilleure desserte en bus du campus. Depuis des années, on réclame avoir plus de bus, avec plus de capacité sur les bus, moins de détours par papeterie pour les gens qui viennent de la côte ouest, etc. Donc la desserte en bus s'est fortement améliorée. Il va y avoir gratuité du bus pour les étudiants. Donc c'était un poste budgétaire de dépenses qui était important, hein, pour certains étudiants justement un peu précaires. Donc voilà, donc nous on a beaucoup travaillé avec le pays pour améliorer la desserte en bus. Pour l'instant, c'est la réponse que l'on fait. La seconde réponse, c'est les enseignements en ligne, hein, donc c'est les cours en ligne, hein. On a un campus numérique avec beaucoup d'enseignements qui sont en ligne, et on va continuer à travailler à cela. Alors on peut rappeler qu'il n'est pas trop tard pour déposer une demande d'aide au logement étudiant. Hein, ça existe. Les étudiants bénéficiaires pourront recevoir un forfait mensuel compris entre 10 000 et 30 000 francs. Les démarches pour obtenir donc cette aide sont à effectuer auprès du pôle de la continuité territoriale du Haut-Commissariat de la République, et donc ce avant le 30 octobre. Et puis sinon, les dossiers sont téléchargeables. Alors nous allons quitter le cadre de la rentrée et revenir sur cette signature intervenue vendredi à la direction de la santé entre le ministre donc de la Santé, la directrice adjointe de la Santé et vous-même. Alors, il s'agissait d'une convention de cofinancement pour le lancement de travaux de recherche pour en savoir plus sur la consommation d'ice et ses effets. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, je me félicite de cette convention. En début de semaine, on a signé 3 autres conventions avec le pays, hein, sur des programmes de recherche, hein, qui sont tout à fait différents. Donc, déjà, je me félicite du fait qu'on travaille de plus en plus avec le pays sur des problématiques qui intéressent la Polynésie, et donc qui nous soutiennent financièrement, nos équipes de recherche. Alors, sur ce programme de l'ICE, c'est pas un programme médical, hein, on cherche pas à travailler sur le côté médical de l'ICE, mais c'est vraiment de la sociologie, en fait. Donc, ce sont des chercheurs du CNRS, donc tout à fait compétents, hein, sur tout ce qui est addiction, trafic, etc., de ce genre de substances, qui vont mener cette enquête, hein, avec des gens sur place. Donc c'est une enquête qui se place sur 2 années, hein, c'est pas pendant 3 mois, hein, il faut du temps pour bien appréhender les choses. Donc l'idée, c'est vraiment de voir le côté sociologique de cette consommation d'ice. Pourquoi des jeunes basculent là-dedans. Alors on n'est pas de la police non plus, on n'est pas là pour mener des enquêtes, mais essayer d'avoir une idée un petit peu sur les réseaux, comment ça s'organise, est-ce que c'est lié un petit peu au PACA ou pas, hein, qui est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps en Polynésie, est-ce que c'est complètement détaché de ça, ou est-ce que c'est lié aussi sur les mêmes filières, les mêmes personnes. Voilà, donc c'est un peu tout ça, hein, donc, qui est en jeu, et donc voilà, c'est une étude sur 2 ans, hein, je le redis, avec 2 étudiants qui seront là à temps plein pendant 2 ans pour travailler là-dessus. Les résultats de cette étude, c'est pour quand exactement ? Alors on démarre, on recrute les gens qui vont travailler là-dessus, donc ça démarrera véritablement en octobre à peu près, et donc sur 2 ans, premier résultat à 1 an, hein, on fera un bilan à 1 an, donc d'ici octobre 2020, et puis la fin de cette étude fin 2021. D'accord, donc une enquête qui sera menée sur l'ensemble de l'archipel. Il y a des zones bien précises ou c'est que Tahiti ?
Alors c'est surtout Tahiti qui concentre la plus forte population et qui concentre a priori les endroits qui sont les plus concernés. Donc ça sera surtout sur Tahiti, même si on essaiera d'avoir une petite idée sur les îles, mais c'est vraiment sur Tahiti en ciblant quelques zones qu'on considère comme prioritaires et importantes. Alors on parle un mot sur les projets que vous avez donc du côté de l'université dans vos cartons. Alors vous aviez fait un peu l'inventaire la dernière fois. Vous aviez 5 gros chantiers finalement. Donc, où c'est qu'on en est ? Alors, bon, on avance sur pas mal de chantiers. Je me souviens plus exactement dans quel ordre je les avais cités la dernière fois. D'abord, le chantier des formations, où on a vraiment bien avancé sur la professionnalisation des formations, avec la mise en place des DUT, la mise en place de licences professionnelles. On compte encore avancer sur ces licences professionnelles. Voilà. Après, le gros chantier qui nous intéresse, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un programme immobilier qui est très important. À l'heure d'aujourd'hui, on étouffe un peu dans nos murs, on loue des salles à l'extérieur, on a des cours qui se terminent à 20h le soir, etc. Donc très vite. Oui, pardon. Donc ce programme immobilier que vous avez cité tout à l'heure qui est vraiment fondamental pour nous et on espère que ça démarrera début 2020. Merci beaucoup Patrick Capolzini, on est pris par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université de la Polynésie française qui va échelonner donc toute sa rentrée tout au long de cette semaine. Merci. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi.